Los rues de Marseille respirent l'indifférence. Celles qui montent des pavés usés, celles qui flottent entre les façades jaunes et ocre de vieux ports, celles qui s'accumulent dans les yeux des flics, des juges, des bureaucrates assis dans des bureaux climatisés, c'est une indifférence institutionnelle, structurée, héréditaire, elle s'appelle système, elle s'appelle résignation collective, elle s'appelle aussi la raison pour laquelle un homme a décidé de se lever un matin et de ne plus accepter le silence. Philippe Moreau n'avait rien d'un héros, il n'avait pas cette prestance, cette autorité naturelle que les cinémas attribuent aux hommes justiciers. Non. Philippe était médecin généraliste depuis 23 ans dans le quartier de la Plaine, il parlait bas, écoutait plus qu'il ne parlait, et portait toujours le même manteau gris-bleu, même quand l'hiver n'était pas là. Il arrivait à la clinique à 6 heures du matin, avant le chaos des salles d'attente. Il partait à 20 heures, après avoir examiné le dernier patient, souvent sans payer ses dettes de sommeil. Son cabinet était situé dans un petit immeuble sans ascenseur, entre une boucherie halal et un salon de coiffure qui fermait tard. Les murs sentaient le désinfectant faible, la sueur, la peur. Les gens venaient le voir parce que les autres médecins avaient quitté le quartier, effrayés par la pauvreté, par le bruit, par cette atmosphère de tension permanente qui flottait au-dessus des toits comme une nuée de moineaux sinistres. Marseille, en cette année-là, était une ville fracturée, pas seulement par la géographie, les collines du sud, les quartiers nord, le centre chic et blanc du centre-ville, mais par quelque chose de plus profond. Une fracture morale, une déconnexion entre la loi et la justice. Les trafiquants de drogue contrôlaient les cités comme des feudataires du Moyen Âge. Les violeurs récidivistes marchaient librement dans les rues parce qu'une victime trop pauvre, trop silencieuse, n'intéressait personne. Les arnaqueurs de fonds publics se promenaient en costume Armani aux terrasses de cour Belzunce. Les policiers fermaient les yeux, pas toujours par corruption, mais par épuisement. Le système judiciaire était engorgé, lent, indifférent. Pire, complice par inaction, Philippe connaissait cette réalité intimement. Chaque jour, il soignait les blessures que Marseille infligeait à ses enfants. Une adolescente avec un bras cassé, qui refusait de dire comment c'était arrivé. Un homme de 50 ans, ancien ouvrier, les poumons détruits par la drogue et l'alcool, qui avait vu son fils devenir trafiquant. Une femme qui revenait tous les 3 mois avec des bleus différents, toujours la même histoire, elle était tombée. Il n'avait pas d'illusion. Il savait que ses pansements étaient des pansements sur une blessure gangrenée. Il savait que chaque prescription d'antibiotiques était une goutte d'eau dans un océan de pourriture. Mais le jour où tout a basculé, c'était un jeudi ordinaire. Un jeudi comme les autres, où les ombres sont longues à 16 heures et où l'air sent l'asphalte chauffé et les gaz d'échappement. Une mère était venue à la clinique. Elle s'appelait Fatima. Elle avait une 40aine d'années, mais en paraissait 60. Ses mains tremblaient. Elle portait une fille de 7 ans, Amira, complètement muette, les yeux grands, comme des souvenirs de terreur. Philippe n'avait pas eu besoin de questions. Il savait. L'hématome génital, les déchirures, les traces de violence sexuelle. L'enfant était une coquille vide. Fatima, elle, parlait avec des mots entrecoupés, hachés. Le nom du violeur était connu. Tout le quartier le connaissait. Un certain Karim Benchaïb, 46 ans, fils d'un entrepreneur en bâtiment riche, protégé par son argent et par des amitiés hautes placées. Il y avait eu une plainte. La mère avait osé aller à la police, la mère avait osé espérer. Mais la procédure s'était dissoute dans la bureaucratie, des délais incompréhensibles, un témoin qui se rétractait, un dossier qui prenait du retard, puis un jugement, acquittement pour manque de preuves suffisantes. Karim Benchaïb était retourné à sa vie de jeune héritier, fréquentant les discothèques du Vieux-Port, conduisant une Mercedes noire, jouant les petits princes. Amira, elle, était retournée à son silence. Elle arrêtait de manger, elle avait commencé à se frapper la tête contre les murs. Fatima avait essayé le suicide 2 fois. Quand Philippe a posé le stéthoscope sur le cœur d'Amira,
Ce jeudi-là, il a senti quelque chose se briser en lui, non pas de la colère, quelque chose de plus profond, plus ancien, la rupture d'une alliance invisible avec le monde. Cette illusion que les institutions, même imparfaites, finissaient par protéger les innocents. Cette illusion venait de crever comme une bulle de savon. Le soir, en rentrant dans son petit appartement au-dessus de la clinique, Philippe s'est assis à sa table de cuisine. Il a sorti un carnet noir, pas un carnet comme celui que les patients devaient montrer à la pharmacie, un vrai carnet, vierge, préparé pour un but qui n'existait pas encore. Il a écrit un nom Karim Benchaïb et en dessous, il a dessiné un symbole, un cœur traversé par une croix de médecin, accompagné de la date du verdict injuste. Ce symbole, il le savait déjà, il le laisserait à chaque étape de ce voyage. Pas une signature, une déclaration, une affirmation que quelqu'un, au moins, avait vue, que quelqu'un refusait le silence institutionnalisé. Cette nuit-là, Philippe n'a pas dormi, il a réfléchi, il n'avait pas de plan, pas de tactique meurtrière, pas de fantasme de vengeance. Ce qu'il avait, c'était une question qui le rongeait, comment peut-on confronter le mal quand le système en est complice? Et une réponse qui s'imposait d'elle-même, on ne peut pas l'accepter. Les semaines qui suivirent, Philippe continua sa vie d'apparence normale. Il travaillait à la clinique, il voyait ses patients, il écoutait leurs histoires de douleur et d'injustice. Mais il y avait maintenant quelque chose qui se tissait sous la surface, quelque chose de dur, de résolu. Il se documentait, il apprenait. Pas comment tuer, cela, un médecin sait déjà, trop bien. Mais comment confronter l'impunité? Comment laisser des traces qui accusent? Comment transformer la violence qui l'habitait en un symbole que les gens ne pourraient pas ignorer? Karim Benchaïb a été retrouvé une semaine plus tard dans son appartement du quartier Andoum. Il n'avait pas été brutalisé, pas de marque de lutte. Les autorités conclurent à une overdose accidentelle, malgré le fait que personne ne l'avait jamais vu consommer. Mais sur le miroir de sa salle de bain, écrit en lettres rouges, il y avait le symbole de Philippe, le cœur traversé par la croix, et en dessous, une phrase, la justice dort, la conscience, jamais. La ville s'agita, les journaux parlaient de crimes énigmatiques, la police ouvrit une enquête sans direction, les murs du quartier se couvraient de rumeurs. Qui était cet homme? Un vengeur? Un tueur en série? Une manifestation du diable? Les habitants du quartier, eux savaient, ou du moins ils sentaient, ils comprenaient que quelque chose avait changé, que le silence imposé venait de croître une voix. Posa y piensa, cuando la justicia se detiene en la puerta, quien se atreve a cruzar. Dr. Philippe entra alors dans une période qui ne pouvait être décrite que comme une métamorphose. Le médecin généraliste restait le même. Les mêmes horaires, la même blouse blanche, le même manteau gris-bleu. Mais quelque chose s'était réveillé en lui, une détermination glaciale. Il continua sa documentation. Il identifia d'autres noms. Il n'y avait pas de précipitation. Chaque nom était étudié, vérifié, mesuré. Chaque cible était quelqu'un qui avait commis un crime grave et sans conséquence. Quelqu'un qui s'était promené librement, alors qu'il y avait des victimes qui ne se lèveraient jamais de leur lit. La deuxième étape de son voyage le conduisit à un certain Didier Roussel, 39 ans lieutenant de police, connu pour accepter des pots de vin, pour protéger les trafiquants qui payaient, pour ignorer les plaintes des minorités. Il y avait eu une vidéo, cachée, qui montrait Didier acceptant une enveloppe d'argent, mais la vidéo avait disparu. Les témoins avaient eu peur. Les supérieurs hiérarchiques l'avaient soutenu. Didier continuait son travail, protégeant les mauvaises personnes, emprisonnant les bonnes. On le trouva dans son garage, asphyxié. Suicide ont dit les autorités. Après avoir découvert un dossier Anonymous, envoyé à l'inspecteur général de la police, contenant des preuves irréfutables de ses crimes. Sur le tableau de bord, le symbole était gravé. Visual de file de bord, le symbole était gravé. Petit coup de couteau formant le cœur, la croix, la date. Et une phrase, ceux qui ferment les yeux
porte la responsabilité des crimes qu'il ne voit pas. Les rumeurs s'amplifièrent. Les journalistes commencèrent à écrire des articles spéculatifs. Un tueur en série moral, un vigilante, un justicier urbain, les réseaux sociaux s'illuminèrent de théories. Les habitants des quartiers nord parlaient du médecin avec respect et crainte. Les autorités nervées, elles dépêchaient des équipes spéciales, arrêtaient des suspects sans preuve, intensifiaient les rondes de police. Mais Philippe était calme. Il savait que la panique était un allié. La panique crée des fissures dans les certitudes. La panique force les institutions à examiner ce qu'elles préfèrent ignorer. La troisième étape du voyage conduit à Christophe Marsan, un magistrat de 52 ans qui avait systématiquement rejeté les affaires de viol et d'abus d'enfants provenant des quartiers pauvres. Il y avait un pattern, plus de 123 cas rejetés sans jugement, avec les mêmes conclusions, manque de preuves, crédibilité douteuse des plaignantes. Pendant ce temps, les mêmes crimes commis par des hommes riches du centre-ville avaient reçu des sentences. Christophe était un homme bien, disait-on, il avait une famille, il allait à l'église, il était membre de clubs exclusifs. On le trouva dans son bureau, la nuit, immobilisé, avant une dose de son propre médicament pour la tension, une ironie que Philippe ne pouvait s'empêcher d'apprécier. Sur le dossier principal de son bureau, le symbole était peint, et une phrase « Certains juges ne jugent que ceux qu'ils ont décidé de voir ». Le silence du City se transforma en rumeur grondante. Les murs se couvrirent de graffitis. Des mains anonymes écrivaient le symbole du médecin partout où il y avait une injustice. Sur les murs des commissariats, où les plaintes disparaissaient. Sur les édifices judiciaires, où les sentences étaient absurdes. Sur les clubs de nuit, où les trafiquants dansaient impunément, le symbole devint un langage de ceux qui avaient perdu confiance dans le système. Et puis quelque chose d'imprévu arriva. Posa y piensa, quel est el precio de una justicia construida sobre sangre? Quien paga realmente cuando la venganza se viste de moralité? Une femme entra dans la clinique de Philippe, un soir de pluie. Elle avait les yeux rouges, les mains tremblantes. Elle s'appelait Sylvie, elle n'était pas une patiente. Elle venait pour le confessionner, elle venait pour dire qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Qu'elle comprenait ce que le médecin faisait, qu'elle approuvait. Et puis elle dit quelque chose qui figea Philippe, elle avait vu un jeune homme, 18 ans, Mourad, qui avait été frappé par mistake, en attendant dehors de la maison du deuxième cible. Les flics l'avaient arrêté, suspecté d'être impliqué. Il avait été libéré, mais pas avant d'avoir été hospitalisé, traumatisé, avec une côte cassée, et des bleus couvrant son corps. C'était une erreur. Mourad était aux mauvaises places au mauvais moment, et maintenant il avait peur. Il ne sortait plus, il disait qu'il pouvait sentir le médecin autour de lui, il avait commencé à boire. Il disait des choses bizarres. Sa mère, une femme qui travaillait comme infirmière au même hôpital que Philippe, avait contacté Sylvie, la seule personne qu'elle connaissait qui travaillait avec le médecin, en espérant que quelqu'un puisse l'aider. Philippe sentit quelque chose se casser en lui. Non, ce n'était pas une nouvelle fracture. C'était une reconstruction, c'était le moment où il devait regarder en face ce qu'il était en train de faire. Où il devait accepter que même la vengeance justifiée crée des victimes innocentes, que le système était pourri, oui, mais que cela ne le justifiait pas de pourrir plus. Que si vous commenciez à croire que vos mains étaient pures parce que votre cause était juste, vous aviez déjà perdu. Ce soir-là, il alla voir Mourad, il le trouva dans un petit appartement du quartier de Noailles, couché sur un canapé défoncé, les yeux vides. Philippe vit ce que sa croisade avait créé, non pas un héros, mais un trauma supplémentaire, une vie abîmée, une confiance en l'avenir détruite. Il y eut un moment entre eux. Un moment non verbal, où Philippe comprit que tout devait changer, que sa cause même juste
était en train de devenir une autre forme d'injustice. Il avait commencé comme quelqu'un qui voulait que la justice existe. Il était en train de devenir quelqu'un qui incarnait l'absence de justice, l'absence de procédure, d'accusation formelle, du droit d'être entendu. Philippe paya pour la réhabilitation de Mourad, il paya les médecins privés, les thérapeutes, les cours de reconversion. Il utilisa son argent, tout son argent, pour essayer de corriger ce qu'il avait cassé. Mais il savait que cela ne pouvait pas vraiment être réparé. Un trauma ne disparaît pas quand on paye la facture. Cela fut sa première pause morale, la première fois où il regarda son propre visage dans le miroir, et vit exactement ce qu'il était, un homme qui avait cru que sa cause était au-dessus des règles, que sa rage était une forme de sagesse, que tuer l'injustice était différent de simplement tuer. Mais il ne s'arrêta pas encore, parce qu'il y avait une autre couche à cette histoire, une couche plus profonde, par-delà les petits criminels et les juges corrompus, il y avait quelque chose de plus grand. Il y avait un homme, Alain Devereux, 63 ans, milliardaire, propriétaire de la moitié des immeubles du centre-ville, ami intime du préfet, du maire et de demi-douzaine de sénateurs. Alain était la raison pour laquelle certaines investigations disparaissaient. Alain était la raison pour laquelle les drogues circulaient librement dans les quartiers nord. Alain était la raison pour laquelle les terres étaient revendues à des prix impossibles, poussant les pauvres de plus en plus vers les périphéries. Alain était la vraie racine. Il était le système incarné. Pendant les 3 mois suivants, Philippe accumula des preuves. Il travaillait tard le soir, après la clinique. Il rencontrait des sources, des gens qui avaient des choses à dire, des femmes qui avaient perdu leur maison, des enfants qui avaient perdu leurs parents à la drogue. Il compila des documents, des contrats, des emails, des enregistrements. C'était un travail de journaliste d'investigation, pas d'un tueur. Philippe avait réalisé quelque chose d'important. Confronter vraiment le mal ne signifiait pas tuer ses représentants. Cela signifiait exposer sa structure complète. Posa y piensa, quando la verdad finalmente sale a la luz, quien tiene el poder de cambiar las cosas. Le jour du confrontation arriva un vendredi. Philippe n'alla pas à la clinique. À la place, il se présenta à la préfecture de police avec ses dossiers. Il alla directement au bureau des affaires internes. Et là, sans dramatisation, sans ce théâtre que Hollywood imagine, il posa simplement ses documents sur le bureau d'un inspecteur étonné. « Voici ce qui se passe vraiment, dit-il. Voici comment cela fonctionne. Voici qui en est responsable. Et voici comment vous pouvez vérifier chaque mot. » L'enquête qui suivit fut longue, méticuleuse, irréfutable. Alain Devereux fut arrêté 6 mois plus tard, pas seulement pour ses propres crimes, mais parce que son réseau fut démantelé. Les policiers corrompus furent identifiés. Les juges complices étaient inculpés. Une commission nationale d'investigation fut lancée. Pour la première fois en années, le système judiciaire français fit son travail réellement, mais c'est alors que la police arriva à la porte de Philippe. Il y avait des preuves, 4 corps, un pattern évident, des symboles, un médecin avec accès aux substances, avec connaissance médicale, avec une localisation qui correspondait. Il n'avait pas de témoins directs, pas de caméra vidéo irréfutable, mais ils avaient suffisamment pour ouvrir une enquête officielle. Philippe ne nia pas, il ne chercha pas à fuir. Il comprenait qu'il en était arrivé, au moment où la justice que vous avez tenue hors de la loi finit par revenir vous réclamer. Il accepta l'arrest avec une certaine résignation, peut-être même avec du soulagement. Le procès fut dramatique. Les médias étaient obsédés. Un médecin qui avait tué des criminels pour punir un système injuste, c'était une histoire parfaite. Mais pendant le procès, quelque chose d'inattendu se passa. Les citoyens ordinaires du quartier vinrent témoigner. Les mères qui avaient perdu des enfants à la drogue, les femmes qui avaient été violées et abandonnées par la justice, les enfants qui avaient vu leur quartier contrôlé par la corruption. Ils vinrent dire, oui, il a tué des criminels, oui, c'est illégal.
Mais avant cela, où était la justice? Pourquoi a-t-il dû le faire? Le jugement fut nuancé. Philippe fut reconnu coupable des meurtres, mais le tribunal fit quelque chose d'extraordinaire. Il lia son verdict à une réforme institutionnelle. Le procès révéla tant de corruption, tant d'injustice systématique, que le système lui-même fut remis en question. Des enquêtes nationales furent lancées, des réformes furent proposées, et Philippe, il reçut une sentence de 15 ans. Pas un héros, mais aussi pas un criminel ordinaire. Quelque chose d'entre les deux. À la fin, ce qui reste, c'est une histoire compliquée sur la nature de la justice. Une histoire où aucun des personnages n'est innocent, où aucun n'est complètement coupable. Une histoire où un homme ordinaire, face à l'inertie systématique, a décidé qu'il ne pouvait pas accepter le silence, et où ce refus du silence, même s'il était méthodiquement illégal, a forcé le système à finalement regarder ses propres plaies et commencer à les traiter. Les murs de Marseille se couvrent toujours du symbole, le cœur traversé par la croix, mais maintenant c'est devenu un symbole d'un appel au changement, pas d'un appel à la vengeance. Des organisations de défense des droits humains l'utilisent, des activistes contre la corruption l'adoptent. Le mur de la clinique où Philippe travaillait avait le symbole, peint en blanc immaculé, aucun n'essayait plus de l'effacer. Amira, la petite fille qui avait commencé cette histoire a grandi, elle ne parle toujours pas beaucoup, mais elle a recommencé à vivre. Elle va à l'école, elle a des rêves, elle dit parfois que si quelqu'un, le médecin ou quelqu'un d'autre, n'avait pas refusé d'accepter son silence, elle n'aurait probablement pas survécu. Fatima, sa mère, travaille maintenant comme conseillère auprès des victimes d'abus sexuels. Elle aide d'autres femmes à naviguer le système judiciaire, armée maintenant d'une connaissance de ses défauts et de ses possibilités. Mourad, le jeune homme innocemment blessé, a finalement trouvé un travail. Il aide à l'administration d'une nouvelle organisation qui surveille la corruption policière. Il dit parfois qu'il comprend maintenant que la justice n'est pas une chose qu'on peut simplement donner aux gens. C'est une chose qu'on doit construire ensemble, patiemment, consciemment, même quand elle est lente. Marseille est toujours Marseille. Les problèmes ne sont pas tous résolvés. La corruption n'a pas disparu, les quartiers nord sont toujours pauvres, mais il y a maintenant quelque chose de différent dans l'air, un sentiment que quelqu'un quelque part a cassé le silence institutionnel, que quelqu'un a montré que l'inaction n'était pas une option, que l'invisibilité des victimes n'était pas acceptable. Philippe Moreau, maintenant, est une légende, pas comme un héros, mais comme un homme qui a regardé l'absurdité du monde, et a refusé de l'accepter. Un homme qui a compris que parfois, avant que les institutions puissent changer, il faut quelqu'un pour montrer, dramatiquement, courageusement, comment elles ont échoué. Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous, d'autres vérités restent à révéler.